très heureuse de vous retrouver une fois de plus pour ces nouveaux numéros de Grande Dame, votre magazine que vous avez pris bien sûr l'habitude de regarder tous les mardis à pareille heure. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir pour vous Aimée Magnong. Elle est femme entrepreneur, elle est présidente provinciale du comité professionnel femme entrepreneur au niveau de la Fédération des entreprises du Congo, FEC en abrégé, à qui nous disons bonjour madame et bienvenue. Bonjour Marlène. Vous allez bien? Parfaitement bien. Alors, vous avez compris, c'est une femme entrepreneur et donc on sera dans les coulisses de l'entrepreneuriat féminin. Aujourd'hui, nous sommes dans un cadre très spécial, très particulier. Ce n'est pas comme tous les jours, hein, comme vous êtes habitués et vous allez comprendre tout ça au cours de cette émission. Et donc, vous avez l'intérêt de rester avec nous. Alors, Aimée, vous êtes la grande dame d'aujourd'hui. Vos impressions? Oui, de joie, de fierté, de plaisir, de savoir que les gens peuvent vous estimer et nous coller cette appellation. Merci. Alors, pour commencer, d'une manière brève, parlez-nous un peu de votre parcours professionnel. Je ne sais pas si j'arriverai à vous satisfaire par rapport à cette question. Mon parcours professionnel, il est assez complexe, mais j'aimerais m'attarder sur un point pour pouvoir bien démarrer. Je parlerai de l'entreprise que j'ai montée depuis la base, Emani Plaza. Et c'est une aventure qui a démarré une année avant la fin de mes études universitaires. Et que j'avais démarré d'abord après avoir été sollicitée comme agent commercial ou organisatrice des élections mises au niveau du Katanga par l'entreprise BAT Congo. Nous sommes dans les années 1999 et j'ai travaillé dans cette promotion d'encadrement et de promotion des filles pour la beauté africaine, la beauté katangaise. Et après, comme c'est des activités qu'on pouvait faire une seule fois l'an, j'étais après sollicitée par des personnes pour savoir si les filles qui étaient des candidates malheureuses pouvaient être utilisées à d'autres fins, ça veut dire comme protocole dans les cérémonies. Alors j'y avais réfléchi et puis bon, tout d'un coup, j'ai compris qu'il fallait quand même organiser cela. On a commencé dans l'informel, travailler d'une manière assez aléatoire. Mais bon, après, je sentais que la demande devenait forte et que le besoin de s'organiser, de se formaliser se faisait sentir. J'ai demandé conseil, j'ai été orientée, j'ai eu mon RCCM. J'ai commencé à faire la location des services, le placement de la main-d'œuvre, donc faire louer les hôtesses, les barman, quelques matériels comme chaises, tables. Et c'est comme ça que j'ai démarré. J'ai commencé. Et c'est comme on dit, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et plus je faisais louer les hôtesses, j'organisais les mariages, j'étais dans des fêtes, dans des salles à Caravia, la salle SNCC, la salle Jekamine Mbunda, j'étais à la Casa d'Egli, j'étais à la communauté hellénique. Et Dieu reste Dieu, évidemment. Comme il nous aime, il nous donne la vision. Je ne peux pas me prévaloir, être trop prétentieuse pour dire que j'avais juste pensé, mais Dieu m'a donné une inspiration et de pouvoir avoir un espace à moi. C'est alors que je commençais à travailler dans l'esprit de pouvoir trouver un emplacement où je pouvais placer tous mes services et satisfaire aux besoins de mes clients. Et c'est là que j'étais utilisée comme service sous-traitant à la BAT pour la promotion des produits qu'ils mettent sur le marché, la cigarette et tout ce qui venait avec. Et ils avaient fait une promotion. C'était en 2004, 2003 et 2004. Ils ont parlé d'une promotion Salakombo Oyebana. Les meilleurs fumeurs, c'est lui qui pouvait réunir plus de coupons après avoir consommé autant de paquets de cigarettes, gagner un chèque de $10 000. Et moi, comme fournisseur de services, j'ai fourni du personnel à la BAT, à Lubumbashi, à Likasi, à Kolwezi, à Kipushi, à Kasumbalesa. J'ai travaillé et
j'en ai profité aussi pour me faire un nom. Parce qu'on a dit après ça, chacun de nous pouvait se faire un nom. Ça a vraiment marqué votre histoire. Oui, ça a marqué mon esprit, ça a marqué la cité, ça a marqué vraiment le chef de toutes les personnes, les fumeurs, les hôtesses, tout le monde qui était impliqué dans ça, même les tenanciers de kiosques, des POS, des Point of Sales, même des boîtes de nuit, des restaurants, tout le monde devrait se faire un nom. Et alors, à l'issue de cette promotion, de cette campagne Sala Kombo Yebana, j'en suis sortie aussi avec des idées bien claires et avec des moyens consistants qui m'ont permis de me faire un nom. Ça veut dire de ne plus être un service logé dans un bâtiment d'autrui, mais m'acheter un espace à moi et construire un service qui est Emani Plaza. C'est là que j'ai appelé Emani Plaza. Emani, c'est l'association de mon nom et de mon prénom, donc Aimé Magnon. Et Plaza, ça voulait dire mon espace à moi. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai démarré mon entrepreneuriat. Et donc on peut... Ah ok, on comprend. Alors c'est de là qu'est venue l'idée d'entreprendre alors? Non, l'entreprise, on a commencé. L'idée d'entreprendre, c'était déjà à la base. Parce que quand la BAT est venue pour me solliciter, parce que j'avais une entité, j'étais en train de travailler et je devais me formaliser pour répondre à leurs exigences. L'idée m'est venue parce que d'abord au départ, je peux me le dire parce que c'est ça, je suis de nature serviable. Je suis prête à servir. Servir, c'est une passion pour moi. Ça ne me gêne pas, ça ne me dérange pas. Rendre service, pour moi, c'est quelque chose de naturel. Je fournis aucun effort. Et alors, je le faisais, servir à la maison, servir partout où j'étais, à l'école, à l'université. Et ben, quand je commençais à convertir les hôtesses ou les candidates malheureuses dans les élections Miss en hôtesses pour les services, moi-même, je m'étais mise dans les équipes pour travailler avec elles. Et c'est comme ça, quand j'amenais les hôtesses quelque part, on me demandait, est-ce que tu n'as que les hôtesses, tu ne peux pas nous fournir des verres? Et l'esprit était alerte. Alors, les gens ont besoin de verres, j'ajoute les verres. Mais tu n'as pas de table? Ah bon, il faut des tables. Il faut des tables. Je cherche où est-ce que je pouvais en trouver. Je fais louer. À l'époque, CDD Mopa, c'est les seuls qui avaient une agence, full contact. J'allais prendre, je mettais ma marge bénéficiaire. Et d'ailleurs, je le remercie en passant parce que ça a été un bon coach pour moi sur le plan professionnel. Et il pouvait même réduire les prix pour me permettre d'avoir une marge consistante. Et c'est comme ça, l'idée d'entreprise m'est venue par l'observation, par le sens de l'attention aux besoins des clients. Chaque fois qu'ils me sollicitaient, j'observais aussi qu'est-ce qui manquait, que je pouvais proposer, donc, sachant bien que je pouvais procurer et que je pourrais fournir. C'est comme ça que m'est venue l'idée d'élargir les activités ou les champs d'activité que j'étais en train de mener. Et quand vous vous êtes lancé dans l'entrepreneuriat, parce que là déjà nous sommes dans l'entrepreneuriat, qu'est-ce que vous avez éprouvé? Nous, on a commencé l'entrepreneuriat comme une aventure. C'était comme un jeu. J'étais encore étudiante. Mais les amis se moquaient de moi. Mais j'étais animée par ma passion et ma détermination de pouvoir servir. J'avais juste le sentiment de satisfaction, le sentiment de bien-être, de liberté et d'épanouissement. Et c'est comme ça que je commençais à travailler. Et animée de cet esprit-là, je commençais maintenant à convertir certaines valeurs en moi pour pouvoir les canaliser dans le sens d'un entrepreneuriat professionnel, plutôt que d'un entrepreneuriat passionnel où je fais que de la passion sans pouvoir réaliser ce que je vais tirer par la suite. Voilà. Et mais bon, c'est vrai, vous l'avez dit, c'est une aventure. Bien évidemment, l'entrepreneuriat, c'est vraiment une aventure. Et il y a même des gens qui s'est moqué de vous. Peut-être c'est parce que ces gens-là n'arrivaient pas à comprendre l'avantage d'être entrepreneur. Peut-être, si vous pouvez leur faire comprendre ça, c'est quoi l'avantage? L'avantage d'être entrepreneur, il y en a beaucoup. Mais il faut d'abord savoir qu'à la base, entreprendre, c'est un risque. J'ai parlé de l'aventure, c'est quand on ne prend pas le risque de placer beaucoup de moyens là-dedans. Ce ne sont pas seulement les moyens financiers, même les moyens physiques, matériels, intellectuels qu'on met là-dedans. Tant qu'on n'a pas investi beaucoup trop de moyens, on prend ça comme une aventure. Mais lorsqu'on commence à prendre la chose du bon côté, du côté où les choses sont prises sérieusement, on se dit, si j'ai mes petits moyens financiers, je dois les injecter. Il faut savoir parler de la notion des risques. Donc, on est en train de risquer parce qu'on ne sait pas si ça va vous rendre ce que vous voulez ou même plus. Ou peut-être que ça va engloutir tous vos efforts et vous retrouver sur la paille. Qui ne risque rien à rien. Donc, on ne peut pas parler de l'entrepreneuriat sans risquer. Alors, lorsqu'on risque, il faut savoir
sur quoi vous êtes en train de risquer. Il faut étudier certains paramètres. Et c'est ce qui va vous permettre d'évaluer ou soit de minimiser les risques. Parce qu'on dit entreprendre, c'est prendre des risques, mais des risques calculés. Ce ne sont pas des risques qu'on prend à l'aveuglette comme ça. On s'est dit, bon, je prends le risque d'injecter $1000, 10 000, 5 000, 3 000, $500, $100 ou mes 100 000 francs. Il faut savoir que je mets, comme on dit, on ne met pas les œufs dans un même panier parce qu'en cas de choc, vous risquez de tout perdre. Vous risquez, vous calculez, vous dites, je m'investis dans telle activité, je vois la portée, je vois la demande. Si ça marche, j'ajoute encore un pas. Et donc, on peut comprendre que vous voulez risquer, voilà pourquoi vous avez préféré de démolir toute une salle, tout un restaurant, parce que, fidèles téléspectateurs, vous les constatez, c'est Emani Plaza. Oui. Qu'on est en train, bien Nous sûr, sommes dans la salle Emani Plaza. Voilà, qu'on est en train, bien sûr, de réhabiliter. Oui. Pourquoi cette idée de démolir? Vous savez, Emani Plaza, je dis toujours c'est ma fierté. Après, Emani Plaza a généré, j'en suis très fière. Je ne me serais pas tentée de faire une demande d'emploi parce que je sais que l'entrepreneuriat vous procure de la liberté, vous procure beaucoup plus de possibilités de vous épanouir, de pouvoir faire autre chose et d'être... Et à part cette liberté financière, il y a aussi cette liberté matérielle, sociale qui vous permet de bouger et de pouvoir regarder les choses selon vos convenances. Oui. J'ai commencé cette activité en 2005-2006, quand j'ai fini complètement la salle, après mes services, parce qu'avant j'ai travaillé comme Emani Multiservice, placement de la main-d'œuvre et sous-traitance à gauche, à droite dans les entreprises brassicoles, et je pouvais faire louer tout ce qui est logistique dans l'événementiel. Mais je pensais avoir cette salle et la construire, et quand je l'ai finie en 2006, et ce sont mes gros clients et pour qui je faisais des services à domicile qui sont venus, ils ont dit mais on avait toujours eu cette idée, mais comment on n'y a jamais pensé réellement? C'était une fierté, c'était une grande première. Un entrepreneur avec une telle entreprise. C'était que des communautés, communauté hellénique, communauté italienne, c'était la SNCC, c'était Caravia, c'était la GECAMINE, mais un entrepreneur, une entreprise privée comme celle-là, j'étais fière d'avoir frayé le chemin. C'était la première à Lubumbashi. Dans le Katanga, je suppose. À Kinshasa, je ne sais pas encore. À l'époque? Alors, à l'époque, oui. À l'époque, oui. Et c'est après que les salles ont commencé à naître. Mais toutes les personnes qui ont construit, je crois qu'elles se sont inspirées parce qu'il y en a que j'ai vu qui sont venus visiter, regarder, me poser des questions, mais je suis restée ouverte. Je n'ai pas eu à me gêner ou à cacher quoi que ce soit parce que les gens venaient, c'est un endroit public, mais ceux-là qui poussaient leur curiosité plus loin me posaient des questions pour plus de détails. Alors, Emani Plaza, comme la salle dans son ancienne version, a fait son temps. Quand on crée quelque chose, il faut savoir gérer. J'ai créé Emani Plaza comme un service événementiel complet où on pouvait avoir une salle de fête, un restaurant, du personnel, du matériel et tout ce que vous voulez pour la fête, pour vos conférences, pour vos ateliers et pour toute autre manifestation. Après cette gestion, j'ai senti le besoin d'innover parce que le marché a été tellement envahi, il fallait maintenant voir comment on pouvait innover, changer les choses pour recréer encore, susciter encore le besoin et offrir des services encore beaucoup plus impeccables, beaucoup plus différents aux clients qui viennent. Voilà ce qui m'a amené à casser l'emplacement et ce qu'il est. Et quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans l'entrepreneuriat en tant que femme? Et d'abord, d'une manière générale, les problèmes sont les mêmes dans l'entrepreneuriat local. Les entrepreneurs ne sont pas suffisamment accompagnés sur le plan de la conception, de la réalisation des projets. Les idées sont là, les innovations sont là, mais comment les cadrer pour pouvoir les amener à être vraiment des vraies entreprises qui puissent contribuer même à l'assiette fiscale de l'État. Mais maintenant, il y a un problème au niveau des femmes d'une manière particulière. Les femmes ont beaucoup plus de pesanteur. J'aborderai le problème des deux côtés. Il y a d'abord le côté d'accès au marché, pendant qu'elle est entrepreneur sur le terrain, où elle se bat avec d'autres entrepreneurs hommes.
Quels sont les défis? Quels sont les problèmes? Mais il y a aussi l'autre problème. Là, je parlerai, si vous le permettez, des difficultés exogènes et endogènes. Exogènes, ça veut dire quand elle est déjà entrepreneur sur le terrain, le problème auquel elle doit faire face en tant que femme. Endogènes, c'est des problèmes qui sont directement liés à la personne de la femme. La femme a un problème d'abord de confiance en elle-même. Elle a beaucoup d'initiatives, elle a beaucoup d'énergie, elle a beaucoup de force. Mais il lui manque cette volonté de se faire confiance. C'est dire que je peux, non seulement de commencer, mais de cheminer et d'aboutir. C'est ça. Les femmes commencent et après 2 pas, elles s'arrêtent. C'est ce qu'on dit, elles commencent une entreprise le matin et à midi, l'entreprise disparaît. Parce qu'il n'y a pas cette volonté, cette confiance en soi de pouvoir persévérer. Elles ont difficilement accès à l'information. La femme, si elle s'aimait, d'abord, elles sont très rares, celles qui sont sur les nets avec le téléphone. Pour s'informer. Pour chercher des informations en rapport avec leurs ambitions, en rapport avec leurs objectifs. Elle est là sur WhatsApp, elle poste la pointe de sa chaussure, elle pointe le coin de sa nuque pour voir la coiffure, elle regarde ce que les autres ont fait. Elle poste le modèle de sa tenue, elle parle de son anniversaire, elle parle des futilités, au lieu de chercher les informations qui vont construire son intellect et qui vont affermir ce qu'elle va entreprendre comme activité. Ça, c'est le problème qu'elle a de l'accès à l'information. Et elles sont très peu, les femmes, qui s'adonnent aux activités de formation. Lorsque vous organisez des séances de formation, moi je suis formatrice, formée par des organisations internationales. Il m'arrive de faire des formations gratos, ça veut dire gratuitement. Mais pour réunir ces femmes-là et leur donner l'information... Compliqué. Mais c'est une formation, si je la donne dans un autre contexte, mes honoraires journalières ne sont pas moins de 250 $. Vraiment? Et moi, je tiens ces formations-là pendant 3 jours. J'ai dit, c'est gratuit, je vous les donne. Parce que c'est important pour vous de vous améliorer, de vous professionnaliser, de vous rendre beaucoup plus compétentes et beaucoup plus compétitives. Ces femmes traînent les pas. Elles sont lourdes. Vous vous imaginez une femme est capable de vous appeler pour vous dire « Madame, je m'excuse parce que il y a mon beau-frère qui vient d'arriver, donc je ne serai pas à la formation aujourd'hui. » Et pourtant, si vous pouvez toucher 250 $ le jour pendant 3 jours, je me dis, vous êtes à 750 $, ça Imaginez, déjà un capital. Moi je l'investis, je me dis, c'est de l'argent que je peux gagner, tout comme je peux en donner. Donc je le donne sous une autre forme à la femme, parce que moi je me dis, je suis des formations... je suis licenciée en relations internationales de l'université de Lubumbashi. Je vois ce que je fais, ce n'est pas vraiment une carrière diplomatique où je peux me dire que c'est en rapport direct avec mon diplôme d'université. J'ai développé l'entrepreneuriat parce que j'ai eu le soutien, d'abord l'ambition était là, et puis il y a eu le soutien de certaines bonnes personnes qui m'observaient, qui me disaient, mais tiens, tu es très dynamique, est-ce que tu as été en contact avec telle entreprise? J'ai dit non, dit ben viens, on va te connecter. Donc la connexion m'a permis de pouvoir faire des pas de plus dans mon entrepreneuriat. Ce que je suis aujourd'hui, c'est les résultats de la conjugaison des efforts de plusieurs personnes autour de moi. C'est là que je me dis, je ne peux pas rester ingrate. La redevabilité, c'est qu'on t'a aidé, il faut savoir aider les autres. Et moi, quand je donne des formations gratuites, c'est pour dire que je suis en train de rendre ce qu'on m'a donné. Peut-être que moi, on ne m'a pas donné la formation, on m'a donné une connexion. Mais le besoin réel aujourd'hui, c'est le besoin d'accès à l'information et à la formation pour la femme. Et bien voilà, je donne. Mais les femmes sont très lourdes. En dehors de ça, il y a aussi des pesanteurs d'ordre social. Une femme s'est dit, dès qu'elle est mariée, elle est accomplie. Et là, ses enfants, eh bien, ça suffit. Mais lorsque nous parlons de l'autonomisation de la femme, c'est un plus que nous amenons dans la femme pour qu'elle puisse améliorer son statut même dans son mariage. Une femme ne doit pas totalement dépendre de son mari à certains égards. Sur le plan financier, sur le plan économique, la femme doit développer une liberté financière. Elle doit développer des activités qui puissent générer des revenus pour qu'elle puisse être traitée comme une véritable partenaire dans son ménage. Alors, nous sommes en train de travailler sur ça, mais ça constitue des pesanteurs qui concernent la femme, d'abord par elle-même. Et que faire alors pour surmonter toutes ces difficultés-là? C'est des sensibilisations, c'est des efforts que la femme doit d'abord réaliser en elle-même. Vous savez,
Et nous disons même quand nous sommes à l'église, quelqu'un qui est sorcier, il dit, bon, moi on m'a ensorcelé, on m'a fait adhérer à la sorcellerie, on m'a envoûté. Pour que la délivrance vienne, vous devez confesser de votre propre bouche que je suis sorcière, que je ne veux plus, et voilà mes faiblesses, je les mets là-bas. On prie pour vous, et puis ces histoires sont parties. Mais si vous ne prenez pas conscience de ce que vous êtes, vous n'envisagez pas le côté positif des choses, mais dites-vous qu'on peut tout faire, vous n'allez jamais vous en sortir. Ce que nous faisons, c'est que nous sommes en train de sensibiliser les femmes. À la FEC, nous avons des formations, nous avons des activités de sensibilisation. Au niveau de la société civile, dans les communautés où j'évolue, nous faisons des sensibilisations en jeu. Mesdames, Messieurs, vous regardez, Grande Dame. Je rappelle que nous recevons pour vous aujourd'hui Aimée Magnong, femme entrepreneur. Elle est également présidente provinciale du comité professionnel Femmes entrepreneurs au niveau de l'AFEC. Nous allons poursuivre, mais d'abord, essayons de prendre quelques témoignages des collaborateurs d'Aimée qui témoignent, n'est-ce pas, en ce qui concerne sa personne, sa façon de travailler. C'est une femme. On les écoute d'abord et on revient juste après. Disons, c'est une femme très particulière par le simple fait qu'elle est très dynamique comme un homme, il faut le dire. Et aussi, elle est très innovante dans sa façon de travailler. Elle a toujours de très bonnes idées. Et elle vient toujours avec une idée, faisons ça, faisons ceci, cela pour faire avancer les choses. C'est une dame très forte, c'est une grande servante de Dieu. Elle a cette vocation-là d'encadrer les femmes, d'aider les femmes à se découvrir par rapport à leur mission, par rapport à ce qu'elles sont, par rapport à ce que Dieu veut qu'elles deviennent. Et c'est dans ce cadre-là que moi je l'ai connue. Elle est aussi visionnaire d'un ministère de femmes. Et une femme vraiment qui a la passion d'aider les femmes. Aider les femmes, c'est vraiment sa passion. Elle pousse les femmes à se découvrir, elle pousse les femmes à aller plus loin, à découvrir les capacités qui sont en elles pour aider aussi les autres. Donc dans tout ça, son souci, c'est vous aider afin que vous soyez aussi capable d'aider aussi d'autres femmes. Et voilà, fidèles téléspectateurs, nous sommes de retour. Nous allons devoir poursuivre avec cet entretien et nous espérons que vous êtes déjà intéressés parce que vous avez devant vous une entrepreneur, c'est bien sûr Aimée Magnong. Vous avez suivi les témoignages et nous poursuivons. Aimée, nous constatons aujourd'hui, vous êtes entrepreneur, vous formez même des femmes en entrepreneuriat, mais nous constatons aujourd'hui que les femmes sont moins nombreuses au poste des prises de décision dans des entreprises aujourd'hui et même dans la politique. Est-ce que cela peut nous amener à comprendre que l'entrepreneuriat, c'est une possibilité moins envisageable par des femmes? Pourquoi il n'y a pas assez de femmes? C'est non seulement la question qu'on se pose, mais on est en train d'étudier des mécanismes de pouvoir propulser les femmes aux instances, aux postes de prise de décision dans les entreprises, aux postes de commandement. Et il fut un temps où il n'y avait pas beaucoup de femmes qui s'adonnaient aux études supérieures. Les femmes étaient limitées au truc de j'attends mon mari, il fait la coupe et couture et s'arrête là, et puis bon, il fait l'université 1 année, 2 ans et puis s'arrête. Mais aujourd'hui, les femmes poussent plus loin, jusqu'à décrocher leur diplôme universitaire. Maintenant, il y a un deuxième problème qui se pose. Après avoir décroché les diplômes universitaires, il y en a qui croient que ça suffit. Quand les gens vont me poser la question, je dirais, mais écoutez, je suis licenciée, hein? J'ai mon diplôme d'université, mais tout en étant mariée à la maison, assise là-bas, ou soit en étant dans un coin, dans une cabine publique, au motif qu'il n'y a pas d'emploi. L'emploi, ça se crée. Je referme cette parenthèse. Les femmes doivent avoir des ambitions, pas verbales, mais plutôt pratiques. Il y a des gens qui rêvent debout, avec des paroles. La parole n'a de valeur, n'a de force que lorsqu'elle est jointe à un acte. On prononce et puis on agit. C'est là que ça produit des effets. Et aujourd'hui, je crois que l'élan est en train d'amener, de porter les femmes
dans des entreprises. On a maintenant des femmes dans des facultés qui étaient un peu plus compliquées. Quand nous, on étudiait, on avait vraiment très peu de femmes en polytechnique. Par exemple, en médecine, aujourd'hui, vraiment, elles sont nombreuses et elles poussent plus loin. Elles sont là, c'est juste le besoin d'encadrement. Il faut aussi dire que nous n'avons pas de politique locale au niveau de notre pays qui puisse encourager l'entrepreneuriat. J'ai fait des voyages à l'étranger. Je prendrai l'exemple d'un tout petit pays à côté ici, le Rwanda. Si vous arrivez, il y a des mécanismes d'accompagnement de l'entrepreneuriat local et avec un accent particulier sur les femmes. Et je prie les seigneurs que ce que l'actuel président est en train de prôner, de parler de l'entrepreneuriat des jeunes et de la femme soit effectif et que ça soit vraiment accompagné avec des moyens conséquents pour promouvoir ces secteurs-là. Je crois que nous aurons beaucoup plus de femmes, non seulement dans l'entrepreneuriat, mais aussi des femmes qui seront beaucoup plus motivées à pousser plus loin dans leur carrière pour accéder aux instances décisionnelles. Et ça, c'est non seulement dans les domaines économiques, mais ce sera vu aussi dans les domaines politiques. Les femmes qui ont plus développé des activités économiques, elles sont détentrices des grands capitaux, elles peuvent se lancer facilement dans la politique et monter normalement, correctement leurs échelons jusqu'à atteindre les postes. Avec le nouveau gouvernement, nous voyons quand même beaucoup de femmes par rapport aux autres gouvernements. Justement, nous sommes en train, nous, ça veut dire les femmes, nous avons été au mois d'août à Kinshasa dans un forum panafricain où nous avons mené des échanges, des débats, nous avons sorti des résolutions qui sont portées au niveau international, au niveau panafricain pour encourager la participation de la femme aux instances décisionnelles. Donc les femmes doivent être beaucoup plus représentatives dans les milieux politiques pour influencer les politiques qui gèrent même l'économie du pays. Et donc nous avons besoin des femmes, non seulement des femmes, mais des femmes compétentes, des femmes capables de porter à bras le corps la question de la femme, de pouvoir distinguer les intérêts généraux des intérêts particuliers. Okay. Mais avec toutes ces casquettes, vous êtes mère, vous êtes épouse, vous êtes formatrice, vous gérez. Mais je me demande comment vous faites pour organiser vos journées alors? C'est pas facile. Ce n'est pas facile. Ça ne doit pas être facile. Je dois l'avouer. Il faut d'abord avoir la volonté de le faire. Et puis lorsqu'on a la volonté de le faire, il faut vraiment démontrer que ce n'est que le travail que vous êtes en train de faire et qui vous absorbe dans votre ménage et en dehors de votre ménage. Dieu merci, j'ai un mari qui est compréhensif, il comprend mieux mon activité et il faut aussi reconnaître que je n'ai pas des enfants en bas âge. Mais bon, le destin a voulu que je puisse en avoir maintenant, mes petits-fils, à la maison. Et bon, on va voir comment organiser le temps. Mais je me dis, tout tourne autour de l'organisation, de la planification. Et étant femme mariée, tu dois bénéficier de la confiance de ton mari. Parce que si tu fais confiance, il va te lâcher, même difficilement, il te lâche quand même pour pouvoir travailler. Même pas. Avez-vous un modèle dans ce domaine de l'entrepreneuriat? Ah, mais bien sûr. Ah bon? Et mais sinon, comment j'avancerai? Un bateau ne peut pas naviguer à perte de vue. Mais il faut avoir une cible. Il y a des gens qui disent qu'ils n'ont pas de modèle. Non, arrête Marlène. Ça, je te le garantis, c'est de l'orgueil pur et simple. Je peux démarrer parce que je me recherche. Mais dès que je dois aller de l'avant, donc je dois avoir des repères, je dois avoir des références, je dois avoir des modèles sur lesquels je trace le travail que je fais et j'oriente les pas que je suis en train de poser. Mais moi, j'ai mon modèle. Mon modèle, c'est ma présidente, la présidente nationale des femmes entrepreneurs, Eliane Moukeni. C'est une femme très rigoureuse, c'est une femme très ordonnée, c'est une femme empathique. En tout cas, Aimée, nous sommes en train de finir. Déjà, un mot à toutes les femmes ou un conseil à toutes les femmes qui vous regardent et qui hésitent encore de se lancer dans cette belle aventure. Moi, je dis belle aventure de l'entrepreneuriat. Un mot, c'est que je vais dire aux femmes, le temps actuel, nous sommes en train de parler des objectifs de développement durable. Et le centre de ces objectifs tourne autour de la femme et de la jeunesse.
Et la femme, c'est elle qui donne naissance à la jeunesse. Donc la femme ne doit pas se prendre à la légère. La femme doit entreprendre. Elle doit avoir confiance en elle. S'il y a des femmes américaines qui ont réussi, s'il y a des femmes qui ont réussi sous d'autres cieux, sache que même toi, tu peux réussir. Elles sont femmes comme toi. Peut-être la différence, c'est que toi, tu es né au Congo, elles sont nées à l'étranger, elles ont un autre nom que toi, tu n'as pas. Mais la nature, telle que Dieu l'a faite, elle est femme autant que toi, avec le même potentiel, les mêmes chances, les mêmes énergies et beaucoup de choses autour de toi. Merci à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Je vous retrouve le mardi prochain, mais n'oubliez pas de suivre cette émission en rediffusion demain à partir des 11h. Mais vous avez aussi la possibilité de nous suivre sur notre chaîne YouTube. Le plaisir est pour moi de vous la présenter et rassurez-vous que ce sera avec la même détermination de vous servir le mardi prochain.